C'est le dossier du jour, évidemment. Renault qui est sous le feu des projecteurs, plus forte hausse du CAC 40, plus 13% à l'heure où on se parle. Fiat Chrysler qui propose donc aux constructeurs français de fusionner afin de devenir un géant mondial du secteur. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Béchat, directeur en chef de la Bourse au quotidien. Donc voilà, Fiat propose, c'est officiel, hein, parce que ce week-end c'était encore des murmures et des rumeurs. C'est confirmé, Fiat propose donc à Renault de fusionner. Si ce mariage voit le jour, ce qui n'est pas fait encore, on va en parler, Renault et Fiat Chrysler deviendront, avec Nissan et de loin le numéro 1 mondial, 16 millions de véhicules. Numéro 3, si on exclut Nissan. On rappelle ceux qui sont sur le podium aujourd'hui, c'est 10 millions de véhicules pour les 3 premiers, Renault, Nissan, Volkswagen et Toyota. Voilà. Sur le papier, ce mariage quand même, il est quand même, ça donne envie. Sur le papier, Renault apporterait à Fiat Chrysler l'ouverture sur les marchés asiatiques. Renault pourrait aller sur le marché américain grâce à Chrysler. Il y a des complémentarités qui sont évidentes. Renault est en avance sur l'électrique, Fiat est en retard. Non, sur le papier, il y a... C'est ça, c'est dans le domaine électrique, effectivement, où Renault aurait un petit peu d'avance. Les complémentarités sont évidentes, je veux dire. Et puis les synergies, vous avez vu ça, 5 milliards d'euros de synergies par an. C'est colossal. Tout ça sans fermeture de site. Non, sur le papier, ça donne envie. D'ailleurs, la bourse applaudit aujourd'hui, plus 13%. Oui, et puis alors, Renault était dans une spirale baissière là, depuis la mi-avril, c'était invraisemblable, on avait perdu 22%, on était à 18% de baisse depuis le début du mois, c'était presque unique dans le compartiment automobile, à part Tesla, et on ne voyait vraiment pas ce qui justifiait un tel pessimisme des investisseurs. Donc là, voilà, il y a quelque chose, un projet là, qui est porteur d'espoir. Ça fait remonter un petit peu Renault, mais là Renault est remonté à peu près au niveau du 5-6 mai dernier. On est encore très très loin d'avoir refait le terrain perdu seulement au cours du mois de mai. Hein, ouais. Voilà, pour situer un petit peu les choses. Voilà. Mais sur le papier, encore une fois, ça semble avantageux pour les deux. Les fameuses synergies que vous évoquez, 5 milliards, on peut toujours jeter un chiffre comme ça sur la table. Après... sans fermeture de site. Oui, mais ça c'est aussi une promesse politique. On sait très très bien que si on annonce qu'on va réduire de 30% le nombre de sites pour rationaliser, les États vont bloquer le truc. Bercy qui serait favorable à cette fusion d'ailleurs. Oui, sans fermeture de site, naturellement. Ouais. Si on dit la vérité des choses, ça ne passe évidemment pas. Alors les synergies, on va essayer de les lister un petit peu. Je pense que c'est en Amérique du Sud que les choses seraient peut-être les plus favorables pour Renault. Fiat est bien implanté au Brésil, Renault un peu moins. En Turquie également, ça ouvrirait un marché. Aux États-Unis, Renault ne vend pas de véhicules, au travers de Fiat Chrysler. Et les fameux pick-up Chrysler. Voilà, des gros machins. Alors là, je dis attention, là, ça s'est bien vendu parce qu'il y a eu une orgie de crédits et de subprime automobile. Donc les Américains qui auraient peut-être dû se contenter d'un véhicule de type urbain se sont payés le gros 4x4. Donc là, évidemment, c'est quelque chose. C'est Jeep aussi. Hein, voilà. Pour Renault, ça ferait du chiffre d'affaires aux États-Unis, mais pas sous la marque Renault, hein, naturellement. Non, la logique de groupe, est-ce que être le numéro 1 mondial confère un véritable avantage il y a une course au gigantisme dans ce secteur-là. Oui, mais si on met en commun les plateformes, et si on fait ça, forcément, il y aura des fermetures de sites. Évidemment. Hein, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va vraiment faire des synergies. Hein, c'est développer comment ils arrivent à 5 milliards d'euros de synergie sans fermeture de site alors? Comptablement, vous pouvez toujours dire ce que vous voulez. Hein. Après, dans l'exécution, on verra effectivement si ça tient la route. Alors, des projets gigantesques, il y en a quand même eu. Hein. En fait, il y a eu cette phase 98, 99, 2000 où il y a eu une profusion hein, de projets. Le premier, ça a été justement Daimler Chrysler, qui devait être une fusion entre égaux. Et puis Daimler a fini par jeter l'éponge en 2007, a revendu Chrysler à Cerberus pour gérer une bouchée de pain. Vous avez eu ensuite General Motors qui s'est allié à Fiat.
et puis ils avaient pris 20% du capital, et puis à un moment, on leur a fait comprendre qu'il fallait qu'ils deviennent majoritaires dans Fiat. Ils n'ont pas voulu parce que la conjoncture n'était pas bonne, et ils ont revendu leur participation là aussi pour une bouchée de pain. Il y a eu Ford Volvo. Ça c'était en 2000. L'intégration ne s'est jamais faite, alors que pourtant on se disait c'était la même logique. On va mettre en commun des moyens, les plateformes, ça va être merveilleux. Et puis Ford a acheté l'éponge et a cédé Volvo pour le quart du prix payé aux Chinois Geely. Alors d'autres fusions ont effectivement fonctionné. L'exemple Fiat Chrysler, voilà. PSA Opel, ça a l'air de bien se passer. Tata Jaguar, peut-être, Jaguar est déficitaire, Tata annonce le retour bénéfice l'année prochaine, ça coûte rien de le dire. Mais n'oublions pas que ces fusions, les 3 dernières fusions que j'évoque, elles se sont faites dans une période florissante pour l'économie, pour le marché automobile. Donc, aujourd'hui, sur le papier, peut-être que, toutes choses égales par ailleurs, ça fonctionne. Chrysler Fiat, Alfa Romeo, Lancia, plus Renault Dacia Avtovaz, plus Nissan Mitsubishi, ça fonctionne aujourd'hui dans un marché qui va bien. Demain, si le marché se tend, si on vend beaucoup moins de gros 4x4 aux États-Unis, marché qui se retourne, on vend beaucoup moins de gros 4x4 aux États-Unis, on développe les véhicules électriques, mais les acheteurs, ils attendent en se disant, on va peut-être patienter un petit peu, que ça soit au point, donc on va aller au bout de notre véhicule thermique, on va attendre un petit peu avant de racheter. Si je pense que l'horizon de la voiture électrique, c'est 2025, peut-être qu'aujourd'hui, ça fait encore du sens d'acheter une voiture que je vais garder 6 ans. Mais dans 1 an, 2 ans, j'essaierai d'aller jusqu'au bout. Je ne rachèterai pas forcément une voiture en attendant que le véhicule électrique... Donc c'est dur de trancher parce qu'encore une fois, on se dit qu'un nouveau géant, un Airbus, encore une fois, de l'auto, sera mieux armé pour affronter les défis de la voiture connectée, électrique et les milliards d'euros qu'il faut investir dedans. Et de l'autre, l'histoire est pleine, notamment de fusions ratées, présentées au départ comme des mariages entre égaux. Voilà, et donc cette course au gigantisme qui semble être quand même sur le papier la bonne stratégie. Parce qu'on n'est plus exposé à une zone qui pourrait se retourner, et puis si on est dans la mauvaise zone, ça se passe pas très bien. Mais quand on se rappelle de 2009, ça n'allait bien nulle part, sauf en Chine à l'époque, il faut s'en souvenir. Et maintenant c'est la Chine qui se retourne. Regardez ce qui se passe là avec les immatriculations. Au mois d'avril, on est à moins 16,5 par rapport à avril 2018. Or, la Chine, c'était ce marché Eldorado où tout le monde voulait être. Et le retournement du marché chinois, je me demande s'il ne précède pas... On explique comment d'ailleurs? Pourquoi ça s'est retourné d'un coup sur le marché auto en Chine? Premier marché mondial aujourd'hui, devant le marché américain. J'ai déjà un petit peu expliqué ici, c'est que les autorités chinoises délivrent peu de plaques d'immatriculation dans les grandes métropoles qui sont déjà saturées pour des raisons de pollution, d'environnement, etc. Alors bien sûr, les Chinois les plus riches contournent ça en achetant les plaques d'immatriculation pratiquement le prix de la voiture. Ils finissent par... Donc c'est un dégonflement qui est voulu par Pékin? Oui. D'accord, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, par contre, les Chinois ont-ils les moyens de s'acheter des voitures? Oui, bien sûr. Bon, voilà. Le deal n'est pas encore bouclé, encore une fois. L'action s'envole, plus 13% au moment où on se parle. Le marché y croit aujourd'hui. Oui, et puis surtout, je disais en préambule, le niveau de valorisation de Renault, vendredi dernier, était incompréhensible. 50 €, 15 milliards de capitalisation. Enfin, alors, quand vous prenez Fiat, finalement, c'est pas tellement plus glorieux. C'est 6 millions de véhicules vendus. D'ailleurs, c'est pas un mariage entre égaux quand on regarde. Parce que... et Fiat, c'est 17 milliards et demi. C'est un petit peu au-dessus. Mais il y a un mois, quand Renault était 20% plus haut, Fiat et Renault, on pouvait vraiment parler d'un mariage entre égaux. Mais c'était vraiment le mariage des 2 plus petites capitalisations du secteur auto au monde. Parce que quand vous regardez le groupe Volkswagen, c'est 42 milliards. Daimler, Mercedes, c'est 51 milliards. Et Toyota, qui est à égalité avec Renault-Nissan, on se dispute à 100 000 véhicules près la place de numéro 1, et Toyota, c'est 180 milliards d'euros de capitalisation, c'est-à-dire c'est 4 fois Volkswagen, et ça serait 5 fois
l'alliance Renault-Fiat. Fiat, ouais. Alors, vous vous rendez compte, pour produire le même nombre de véhicules, une capitalisation 5 fois supérieure. Renault et Fiat, Renault plus Fiat Chrysler, ça fait 8 millions de véhicules. Voilà. Jusqu'à présent, on ne parle pas d'ailleurs de Nissan. C'est intéressant parce que l'offre qui a été faite de Fiat Chrysler, elle a été faite à Renault. Et pour le coup, là, on se dit, au-delà du fait qu'un mariage à deux, c'est compliqué, alors si maintenant on rajoute, surrajoute Fiat Chrysler et il y a Mitsubishi, on est dans un mariage à quatre, Nissan n'est pas impliqué à ce stade. Il faudra l'accord de Nissan. Il paraît qu'ils ne sont pas très contents, les Japonais. Il y a de quoi. Ils ont refusé l'alliance avec Renault au prétexte qu'ils étaient plus gros que Renault, plus profitables que Renault. Juste titre de leur point de vue. Hein. Juste titre, certes. Voilà, maintenant, si le marché chinois ralentit, Nissan, c'est plus la même musique. Donc, Nissan était en position de force face à un petit Renault avec ses 15 petits milliards. La valorisation de Renault, d'ailleurs, correspondant grosso modo au montant de sa participation dans Nissan, hein, tout simplement. Le reste de Renault, c'est valorisé pour zéro. Hein. Dacia, Avtovaz, tout ça, ça n'existe pas. Preuve de la défiance. Voilà. Bon. Alors maintenant, si c'est Renault qui s'allie à Fiat, d'un seul coup, là, on a un ensemble qui est beaucoup plus gros et qui pèse beaucoup plus dans l'alliance avec Nissan. Mais bien sûr. C'est la stratégie française. Eh oui. Alors, c'est pour ça que Nissan, j'imagine qu'on peut compter sur eux pour ne rien faire pour que elle peut se faire sans eux, le projet aboutisse. Même si Nissan y est opposé, Renault peut aller au bout de ce mariage avec Fiat Chrysler. Oui. Il faudrait, je ne sais pas quel texte de loi, quel règlement du commerce international offrirait à Nissan une possibilité de s'y opposer. Par contre, ne pas faciliter le deal et ne pas vouloir en être, ça voudrait dire que Nissan fera qu'il s'allie à quelqu'un d'autre. Hein. Donc sortir de l'alliance Renault-Fiat ou Renault-FCA, ça serait compliqué parce que Jean-Dominique Senard, il marche sur des œufs là pour le coup, là, le nouveau président de Renault. Hein. Et là on se dit donc il marche peut-être sur des œufs, sauf que avec ce projet, d'un seul coup, c'est lui qui est en position de force face à Nissan, ce qui est l'inverse de la situation qu'on connaissait jusqu'à vendredi. Ouais. Avec l'idée, encore une fois, on finit là-dessus, que l'accord de Nissan est indispensable ou pas pour que ce mariage réussisse entre Fiat, Chrysler et Renault. Indispensable, non, je le dis parce qu'il n'y a pas de moyen légal de s'y opposer. Après, on peut mettre des bâtons dans les roues. Hein. On peut mettre des bâtons dans les roues. Mais surtout, c'est que ce nouvel ensemble, il est beau si tout le monde rame dans le même sens. Si ce trio fonctionne de façon harmonieuse et fluide, si sur les trois, parce que Nissan ne veut pas sortir finalement de l'alliance, parce qu'il se retrouve tout seul, donc c'est pas bon, donc ils restent là, mais ils sont pas proactifs, ils font pas tous les efforts pour que justement on fasse émerger toutes ces synergies. C'est là toute la difficulté, c'est que l'alliance A3. Si les trois sont vraiment dans une logique de coopération, c'est fantastique. S'il y en a un sur les trois qui ne veut pas... Ça ne tient plus. Et voilà, pour l'instant, c'est pas que ça ne tient plus, c'est que d'un seul coup, la promesse ne sera pas tenue. Hein, et les 5 milliards d'euros de synergie, pas sûr qu'ils soient tenus pour le coup. On en reparlera pour l'instant, en tout cas. Le conseil d'administration, on se parle de Renault, étudie cette offre. Le Bercy est favorable et l'action progresse de 13%. Merci donc pour cet éclairage signé donc Philippe Béchat, directeur en chef de la Bourse au quotidien. Merci Philippe.